Cloud. Et donc l'idée, c'est qu'on tout le monde communique et que derrière, on ait des notifications qui sont poussées par Google Cloud Messaging, donc autant tout ce qui est consommation de données, lecture de données, et écriture de données, on soit capable de le faire à travers l'endpoint, et que tout ce qui est notification, ce soit des choses qui soient propagées par Google Cloud Messaging. Et tout ceci, encore une fois, c'est en code côté serveur. Et bon, apparemment, ça a peut-être mal à se propager, mais vous inquiétez pas, ça fonctionne bien ici. Et donc, vous voyez ici qu'on a associé à un utilisateur, on a simplement enlevé le nom de Zamet. Donc, comment ça fonctionne tout ça? La première des choses que je vous invite à faire, et à la limite, c'est quelque chose que vous pouvez refaire chez vous assez facilement, c'est d'aller sur la console cloud de Google, d'y créer un projet. On va vraiment partir de zéro. C'est nouveau en fait. Vous pouvez accéder, l'URL c'est cloud.google.com/console. Oui. Donc on va l'appeler code. On va avoir un nom unique, un nom identifiant projet, et on va créer quelque chose, une enveloppe qui va nous permettre d'héberger à la fois des applications sur AppEngine, créer des données dans le storage, dans le data store, plusieurs types de storage, de gérer des API, et ainsi de suite. Donc j'ai créé mon projet. À partir de là, je vais pouvoir gérer les ressources. Je vais demander machine virtuelle sous Compute Engine, du storage, faire de l'analytics, faire un certain nombre de choses. Et puis, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est prendre un des deux exemples, qui se trouve être le Mobile Backend Application, et simplement déployer ma propre copie de ce serveur-là sur AppEngine. Ce qui fait que, ici, on va regarder un petit peu ce qui se passe. On est en train de créer le code, de le recopier et de le déployer dans AppEngine. Si bien que, dans quelques secondes, on devra avoir une application prête à recevoir des requêtes et à stocker des données et à les partager avec tous les utilisateurs de ce backend. Alors, je déploie ça, je peux derrière aller chercher le code source. Donc, on verra que d'abord le code source, c'est le code source, vous pouvez y accéder, vous faire votre propre version, on verra pourquoi ça peut être intéressant. Et puis, on va pouvoir l'administrer. La seule interface graphique qu'elle est ce backend, c'est une interface d'administration. Pour tout le reste, on va passer par des clients mobiles. Donc pour l'instant, on a verrouillé l'accès, c'est du comportement par défaut. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est ouvrir l'accès, plutôt en mode développement, comme je disais tout à l'heure, on a plutôt intérêt, et c'est ce qu'on va faire dans la démonstration, à verrouiller ou en tout cas authentifier les requêtes entrants. Donc je vais simplement faire ça d'une part. D'autre part, je vais pouvoir regarder dans ma console AppEngine que mon application a bien été déployée, j'ai tout un dashboard, je peux voir les quotas que j'utilise, on verra tout à l'heure les données qui sont stockées dans le data store. J'ai ma propre copie et elle a un nom donné, et vous ne le voyez pas forcément très bien, mais elle est accessible sur une URL, désolé, rapidement, qui est le nom unique qui m'a été généré, que j'aurais pu donner moi-même, et puis sur le nom de domaine par défaut d'AppEngine qui est appspot.com. Et si j'y accède, je suis redirigé vers la config sur laquelle j'étais il y a un instant. Troisième étape, première étape, déployer l'application. Deuxième, configurer. La troisième, c'est de télécharger l'appli Android qui aura le petit bout de code généré pour le endpoint qui est dans ce backend. Donc, comment communiquer avec le endpoint? Eh bien, on a généré un petit bout de code qui vous permet de vous simplifier un petit peu la vie, de travailler plutôt dans un monde Java plutôt qu'avoir à parser du JSON et créer des requêtes HTTP et ainsi de suite, et gérer les tas d'erreurs. Donc on a un niveau un petit peu plus haut. On va s'occuper également, vous le verrez un petit peu plus tard, de propager des identifiants et gérer la sécurité pour vous. Donc j'ai déjà téléchargé l'application, je l'ai même ouvert dans Android Studio ici. Vous pouvez l'utiliser dans Analytics, c'est pas de souci. C'est une application dans laquelle on a la librairie en question, on va en parler un instant, et puis surtout deux parties de code, une partie communication avec le backend, que vous êtes libre de modifier si vous le voulez, mais a priori il n'y a pas trop à le faire. Un fichier où vous allez configurer votre projet, donc vous allez donner le project ID, l'identifiant qui va construire un URL, et quelques autres informations qu'on verra plus tard, pour vous communiquer, pour dire, ben voilà, je suis une application qui doit communiquer avec ce backend-là, avec ces critères-là de sécurité. Donc à partir de là, on va aller récupérer le nom
le Project IT. Allons-y. Un micro, ça paye. Donc on va récupérer ça, et puis à partir de là, on devrait être capable d'exécuter cette application-là directement et faire des appels non authentifiés dans un premier cas. Souvenez-vous, la configuration côté serveur, c'est je suis ouvert à tout type de requête. Alors je sais pas, je le déploie, je peux le déployer sur le téléphone, c'est un peu plus vite. Et à ce stade-là, par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, on va le faire sur le téléphone ou en vrai, je vous dirai globalement. On va faire des appels non authentifiés, là où tout à l'heure vous aviez un appel préfixé. Là, on va voir la même interface, simplement quand je vais mettre un message dedans. Je vais bien récupérer la liste de tout ce qui a déjà été stocké, simplement, moi, mon message sera associé à l'utilisateur générique Anonymous. Donc, je viens de taper HHH pour prouver que j'ai bien tapé HHH. On va aller ici dans la partie Cloud Data Store de ma console. Et donc, c'est un stockage NoSQL, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des entités qui on va donner un type, et chacune de ces entités a un certain nombre d'attributs. Donc, on va faire ici des choses très simples. On va simplement avoir un attribut message. Donc le type ici c'est guestbook, que j'ai choisi dans mon application. Et on va voir ici le HHH qui est stocké sous l'attribut message à 2h29, qui doit être le timestamp, je sais pas, 2h29, c'est plus bizarre. Peu importe. Donc avec le user ici Anonymous. Donc le but maintenant c'est de pouvoir configurer le back-end et l'appli Android pour avoir une sécurité de bout en bout, pour propager l'utilisateur, pour même ne pas avoir cet écran de type OAuth qui vous dit faites-vous confiance à tel fournisseur de service et vous prêt à partager vos données, donc le type de truc qu'on voit d'habitude de manière classique. Là, on n'en a vraiment pas besoin parce qu'on est simplement la partie front et la partie back d'une même application. C'est le même développeur. On veut exprimer le fait que c'est ce même développeur qui écrit les deux bouts et donc être capable de proposer une authentification simple sans avoir cet écran d'approbation d'une application tierce. On va revenir un petit instant sur les slides pour vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc ce qu'on a fait pour l'instant, c'est connecter, alors côté serveur, on a AppEngine, le Cloud Data Store, une URL un peu magique qui est constituée de l'identifiant unique et qui vous permet d'accéder à un service de stockage d'informations, peut-être de n'importe quel type. Là, je crois que c'est des messages, mais ça peut être à peu près n'importe quoi. Vous pouvez vous créer même des attributs, c'est des messages dans ce cas-là, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Côté client, on a simplement configuré l'application Android pour lui dire voilà, quelle est l'URL sur laquelle elle doit taper. Typiquement, c'est celle qui est exposée là où sont disponibles les endpoints. La deuxième chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre en route Cloud Messaging pour cette application-là. Et Cloud Messaging va être un mécanisme pour nous de notifier de manière assez simple, sans faire de polling typiquement, sans demander est-ce que tu as un message pour moi, est-ce que tu as un message pour moi, est-ce que tu as un message pour moi, d'utiliser un canal extrêmement optimisé pour pousser des messages vers tous les devices qui se sont enregistrés à l'écoute d'un type de message bien précis. Et donc, comme je disais, pas de polling. Donc en fait, c'est ce qu'on va faire là tout de suite. On va retourner dans sa console, sur l'application Android Web Paris, et là, on va aller dans les API. Là, vous allez voir la liste de toutes les API que vous pouvez utiliser. Il y en a un certain nombre. Et c'est au passage, c'est toutes ces API-là qui tournent sur la même infrastructure de endpoint. C'est toutes ces API-là que l'on peut explorer, que l'on peut tester dans l'Explorer, et que vous pouvez utiliser également dans cet Explorer pour vos propres API. Donc là, je cherche messaging pour Android, on va le mettre en route. Et à partir de là, on va enregistrer une application web. Donc, mon backend. Et je vais, à partir de là, à partir de cette application, donc pour ce projet-là, aller chercher la clé. Et c'est une clé que je vais mettre à la fois côté serveur
ici. Et côté client, alors pardon, première chose à faire, que j'ai oublié de faire ici, c'est qu'on a un project ID et un project number. Le project number, lui aussi, est nécessaire. Et donc on aura configuré côté client l'identifiant, le numéro. Et on verra tout à l'heure que le client ID, c'est ce qui va nous permettre de certifier qu'on a le même utilisateur des deux côtés, le même développeur des deux côtés. Donc ça, c'est la partie mise en route de Cloud Messaging, qui va être un mécanisme de notification assez simple. On peut imaginer des choses un peu plus évoluées. Vous avez d'ailleurs dans une application un petit peu plus finie que celle-là, vous avez des gens qui se connectent sur l'application, qui sont géolocalisés. Et si vous avez dans un rayon de 20 km, par exemple, quelqu'un qui se connecte, vous êtes notifié à travers ce mécanisme-là de quelqu'un qui vient s'identifier, se loguer près de vous. Donc ça, c'est pour la partie Cloud Messaging. Si on avance un tout petit peu, et que je vous explique la partie autorisation, chaque application Android est signée et authentifiée de manière unique, identifiée de manière unique. Eh bien, c'est ces informations-là qu'on va reprendre côté serveur. Donc on va générer à partir du nom du package et des clés qui ont été générées à partir du store de debug ou de production, un identifiant qui lui va être disponible des deux côtés et qui va certifier que c'est vraiment la partie front et la partie back d'une seule et même application. À partir de là, on va imposer au client dans le code de travailler en mode authentifié. Donc s'il n'y a pas d'utilisateur, notamment dans un émulateur, il va falloir en créer un. On va en choisir un, et c'est au nom de cet utilisateur-là que l'on va stocker toutes ces données dans les data stores. Et donc on va prendre le Web ID, donc cette information de type OAuth, on va mettre côté client, côté serveur, et c'est là que l'on va être capable de propager le fait que c'est le même utilisateur, le même serveur, pardon, le même développeur, et ensuite que c'est le même utilisateur dont l'identité est propagée. Donc, côté Android, comment ça se passe en termes de code, au-delà de l'aspect configuration que j'avais il y a un instant. On va traiter ce qu'on appelle des Cloud Entity. Donc ça, c'est le toolkit qu'on vous donne. La première des choses que vous allez faire, c'est simplement instancier l'objet, instancier la classe, obtenir un objet que vous allez typer. Ici, c'est du guestbook, c'est ce que vous allez retrouver dans les types, ce que vous allez retrouver dans les types dans le data store. Vous allez stocker des informations pour un attribut qu'on appelle message ici. Et les données, vous allez typiquement les récupérer dans votre interface graphique. Ensuite, dans votre activité, on va vous demander d'hériter d'une activité de base qui s'appelle Cloud Backend Activity, qui va vous fournir, d'abord qui va initialiser un certain nombre de choses dans ces méthodes de cycle de vie, et ensuite qui va vous proposer une méthode un peu magique qui s'appelle Get Cloud Backend, sur laquelle on va être capable d'appeler insert, par exemple, avec l'objet qu'on a créé précédemment, new post. On va faire tout ça de manière asynchrone, proprement, donc on va déclarer un handler dans lequel on va gérer d'éventuels codes de retour d'erreur. On peut faire une recherche par kind. Donc kind, c'est le typage dont j'ai parlé à l'instant. Donc on va reprendre le guestbook qu'on avait tout à l'heure. Même chose, il y a un certain nombre de formes de requêtes qu'on peut mettre. Donc c'est pas seulement un type, mais ça peut être de demander du tri, on peut demander un nombre d'entités, retourner maximum, et ainsi de suite. Et puis, puisqu'on utilise GCM, peut-être que Cloud Backend peut lui aussi envoyer à l'initiative d'un client des messages à l'ensemble des gens connectés sur ce backend. Et bien sûr, tout ceci de manière asynchrone. On parle de communication cette fois-ci vraiment potentiellement avec un peu de latence. Donc il va faire tout ça de manière intelligente. Donc côté... S'il n'y a pas de réseau, il va falloir gérer ça proprement. Mais là pour le coup, ce qu'on fournit vraiment côté client Android, c'est des éléments vraiment de base. On ne fournit pas de squelette, on ne génère pas le squelette. Là, ce qui est fourni, c'est vraiment un exemple avec la partie... on va dire endpoint plus, mais il n'y a pas grand-chose en termes de gestion de réseau. Côté backend, le code est open source, il est sur GitHub, donc je vous invite à aller le regarder si vous êtes intéressé. Et vous pourriez être intéressé parce que ça vous permettrait de rajouter des endpoints spécialisés, parce que vous ne pouvez pas utiliser le même endpoint pour tout type de stockage. Peut-être stocker des stats sur l'usage de vos applications Android, donc à chaque fois qu'on appuie sur tel bouton, il y a peut-être quelque chose qui va partir de manière asynchrone, envoyer du contexte sur ce qui s'est passé.
Bon, il y a une analyse de crash, par exemple, pour vous, à un autre niveau. Toutes les activités de l'utilisateur. Vous pouvez également vouloir modifier le serveur parce que vous voulez changer de stockage. Aujourd'hui, c'est du data store qui peut monter dans des volumes de stockage phénoménaux, véritablement, tout en gardant la même performance, quel que soit le volume. Mais vous pouvez vouloir utiliser du SQL, vous pouvez vouloir stocker des fichiers, puisque votre application manipule des fichiers, elle besoin de les uploader et les stocker. Vous avez peut-être besoin d'accéder à des machines virtuelles, parce que vous avez besoin de faire l'exécution de code natif ou de code très spécialisé, ça pourrait être au travers de Compute Engine. Vous avez peut-être besoin d'intégrer une forme d'analyse de données, notamment avec BigQuery, qui permet de travailler sur des volumes impressionnants de données et fournir des informations en quelques secondes. Donc tout ce backend-là est customisable si vous le souhaitez. Alors, juste pour terminer un petit peu la démo, je vais vous montrer une version un petit peu, tout petit peu plus. Donc cette application-là, désormais, elle utilise un autre backend. Au passage, et ça c'est peut-être quelque chose d'intéressant, côté Apache, on a plusieurs possibilités d'avoir plusieurs versions qui sont toutes actives au même moment. Donc vous pouvez très bien avoir plusieurs versions de votre backend pour servir différentes versions de endpoint, pour servir soit le nouveau client, soit c'est une nouvelle version que vous déployez. Et mieux encore, vous la déployez, vous la rendez disponible que pour 10% ou 5% de vos utilisateurs. C'est ce qu'on appelle le traffic splitting, ce qui permet de voir le comportement pour ces 5% de votre trafic et de décider si vous voulez augmenter le pourcentage ou basculer vers une nouvelle version ou, s'il y avait un problème, revenir en arrière. Donc ça, c'est autre chose que vous pouvez faire, notamment si vous investissez si vous appropriez la partie back-end. On va essayer d'être sur celui-là. Ce qu'on peut également... On va arrêter là. Alors, ce que je n'ai pas fait ici, c'était la partie déclaration du client Android. Donc typiquement, on va vous demander le nom du package, le SHA-1 qui vous est généré en regardant ce qui se passe dans le store, plutôt de debug, on va dire, on va encore commencer. Et c'est typiquement sur une application déjà existante, comme celle-ci. Donc l'application Android comme celle-là, où on va vous fournir typiquement le client ID qui sera à partager côté serveur et côté client. Je vous demanderai de ne pas copier mon client, s'il vous plaît. Voilà ce que je voulais vous dire, ce que je voulais vous montrer. On est vraiment sur un environnement où on peut propager l'identifiant, on peut stocker à peu près n'importe quel type de données, parce que vous l'avez vu, on peut les typer, on peut les créer et on peut les requêter de manière assez simple. Et si vous voulez, vous pouvez investir côté serveur pour vous approprier cette partie qui reçoit un PNJ. Voilà, on a fini avec notre contenu, et si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Limitation côté data store. Enfin, après, je ne sais pas à quelle limitation tu fais référence. En gros, c'est que de toute façon, c'est le fait de dire on va rentrer dans le manuel d'utiliser ce type de système SQL, de manière générale, il faut éviter tous les risques pour récupérer plusieurs lignes. Si tu dois récupérer plusieurs choses, parce que là, vous créez des documents, des caches, etc. Là, l'idée de ce système-là, c'est vraiment, vous voulez démarrer une application,
cette application d'utilisateur va pouvoir l'utiliser sur plusieurs devices et vous avez besoin de synchroniser de l'information sur ces devices. C'est vraiment voilà, c'est no backend. No backend, ça veut pas dire que ça va remplacer un système où tu as besoin de stocker beaucoup de données, rechercher beaucoup d'informations, etc. C'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment tout de suite, j'ai besoin de stocker de l'information. Cette information, je vais la partager simplement. Ça va vraiment bien passer ce cas pratique. Après, si tu vas aller plus loin, ben là, il faut prendre un dev serveur. Alors, ouais, et puis bon, il y a quand même des histoires sur les index, il y a quand même des contraintes qui sont placées sur le fait que quand on fait une requête, il faut qu'il y ait un index sur les attributs sur lesquels on fait une requête. Ça, c'est autre chose qu'on peut gérer dans la vie. Par contre, en termes de performance, on va y gagner. Par contre, c'est quelque chose qui va coûter financièrement. Donc, AppEngine est crédit gratuit, passer à un certain stade, notamment si on commence à multiplier le nombre d'index qu'on met sur son data store. Là, on risque de taper. Pas sur des problèmes techniques, hein, parce que globalement, ça fonctionne bien. Mais sur des problèmes techniques. On va commencer par là. Oui, je vais répéter les questions. Donc là, la question c'était essentiellement sur des limitations de data store, sur le nombre d'entités qui peuvent être ramenées par une requête. On va faire comme ça. Est-ce qu'il y a des quotas en termes de nombre de requêtes? Alors, il y a deux. Est-ce que ça sera tout le temps gratuit? Donc, est-ce que ça sera tout le temps gratuit? Non, en fait, ça n'est pas gratuit, je me suis peut-être mal exprimé. Il y a des quotas gratuits, en dessous desquels c'est gratuit. Au-delà desquels, et en fait, il y a un certain nombre, ça peut être de la bande passante, ça peut être du temps CPU, ça peut être un nombre d'accès en lecture ou en écriture sur le data store. Dès qu'on dépasse un de ces quotas, qui permettent déjà pas mal de développer, ça c'est clair, voire de déployer en production et d'avoir un certain nombre d'utilisateurs. Passer ce stade-là, on va commencer à payer des fractions de dollars ou d'euros par accès. Donc ça va être un 10 millième d'euros pour chaque écriture dans le data store, par exemple. Donc après, voilà, il y a des factures qui vont s'établir en fonction du comportement de votre application. On a des outils pour analyser ça, pour savoir où s'en est, et en fonction d'un type d'architecture, le choix d'architecture, quelles conséquences ça peut avoir d'un point de vue. Donc voilà. Question suivante, ça va aller. Oui, donc ça c'est. Ouais, donc la question c'est le REST API ou SPF finalement. Donc en fait, si la table c'est quand j'ai déployé. Globalement, tout était déjà là. Mais pour aller un tout petit peu plus loin, c'est vrai que ça peut être un peu frustrant d'avoir cette partie sur l'aspect REST et pas voir ce que ça veut dire faire du endpoint. Je crois que le dernier projet sur lequel que j'ai ouvert dans cette idée-là, c'était le back-end. Donc si tout va bien, je vais vous montrer rapidement un petit peu de code qui va vous permettre de voir que c'est assez simple. Donc en l'occurrence, là, le back-end il est écrit en Java. Je l'ai ici. Je l'avais. Donc en gros, il va s'agir d'adopter une méthode et de dire ceci est une méthode API. Donc de la promouvoir comme étant non pas une simple méthode, mais une API publique, accessible à travers REST, ayant un nom, une version, puis un certain nombre d'autres attributs. Je vais peut-être supprimer le... Bon, donc je suis désolé, je ne vais pas pouvoir montrer le code là. Et globalement, c'est quelque chose qui est intégré dans le backend. Si vous allez regarder le code source, dans l'URL que je vous ai donné ici, vous allez voir comment c'est écrit. On a un seul endpoint qui permet de recevoir toutes les requêtes de lecture ou d'écriture qu'on a pu faire dans la démonstration ici. Il y a deux choses. Il y a ce que propose le Starter-Kit qui permet de faire des choses très vite et très simplement. Par contre, vous n'aurez pas la main sur vos API. Vous ne pouvez pas les modifier, exposer des ressources. Vous n'y aurez pas accès. Ça va dire que c'est un accélérateur qui permet à un développeur qui ne connaît pas le code côté serveur de le faire. Après, si vous voulez vraiment maîtriser vos théories, comme je l'ai expliqué dans la première partie, en fait, donc Contact,
au lieu de dire guestbook, qui était le message, on dirait contact, et on mettrait dans cette entité-là, au lieu de mettre un message, on mettrait nom, prénom, adresse, et ainsi de suite. Et c'est cet objet-là que l'on va passer en insert ici. On va demander au backend d'insérer cet objet-là. Et cet objet-là est construit de manière complètement dynamique. On va simplement lui donner un nom ici, une chaîne de caractères, et autant d'attributs qui sont autant de chaînes de caractères. C'est vraiment à vous de décider ce que vous mettez dedans. Souvenez-vous-en, c'est ça qui vous sera nécessaire d'ailleurs pour aller faire vos queries. Non, même pas. Non, en fait. C'est une méta API en fait. C'est quelque chose qui permet de stocker n'importe quoi sous forme de clé, de valeur en fait. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de schéma côté NoSQL. Donc il n'y a pas besoin de générer quoi que ce soit côté SQL. On envoie une structure de données, peu importe, on va la stocker. C'est tout. C'est une entité qui a n attributs, il peut y en avoir 3, il peut y en avoir 10, il peut y en avoir 50. On va les stocker tel qu'il est. On va passer à la question après, demain par exemple, si vous voulez. Est-ce qu'on peut utiliser le même backend sur plusieurs applis Android avec des package names différents, des signatures différentes? Est-ce que ça peut être partagé? Oui. Oui. Non, je pensais à l'aspect GCM aussi. Non, tu peux le faire. Je l'ai fait récemment. Moi, j'ai une application de test, mon API, qui est pas jolie. Bon, j'ai des boutons qui me permettent de vérifier que ça marche. Et puis après, j'ai la belle application. Donc ça, c'est pour endpoint. Ça, Ouais, c'est sûr, pour endpoint, c'est sûr, c'est oui. Pour. Ça, je sais pas. Donc, pardon, la question c'était de savoir si on pouvait utiliser plusieurs applications avec des packages différents côté Android avec le même endpoint. Moi, j'aurais deux questions qui sont bien résumées sur la slide ici. La première, c'est qu'il y a un lien d'héritage qui est imposé pour le cloud activité. Oui. Ce qui est un petit peu fort et qui ne correspond pas vraiment aux pratiques modernes sur Android, avec PowerShell, etc. Donc, est-ce qu'il y a moyen de le faire par composition? Et la deuxième, c'était aussi d'un point de vue orienté objet. Là, en fait, on n'envoie que des strings. Guestbook, message, guestbook, etc. C'est très error prone. Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait plus orienté objet, où on passe des POJO, on reçoit des POJO, est-ce que ça s'envisage? Alors, pour préciser la réponse, ça s'appelle Mobile Mobile Backend Starter. Donc, ce n'est pas un produit, j'aurais peut-être dû commencer par là. C'est quelque chose qui n'est pas supporté en tant que tel. Donc, c'est une première étape qui pourrait être suivie de choses plus conséquentes et en particulier supportées. Donc, ça aussi, c'est un début. Donc, on a commencé là parce que c'était la façon la plus simple de faire. Oui, clairement, il y a des choses plus élégantes, surtout pour quelqu'un qui effectivement fait du développement plus élégant, plus performant, je ne sais pas aussi. Genre la même chose. Pour les strings, c'est notre façon de faire quelque chose de générique. C'est le compromis qui a été choisi pour l'instant. On peut imaginer des choses, typiquement là, c'est des clés, c'est des choses où on va faire une indirection vers un endroit où les choses sont générées, où on n'a pas la possibilité de faire des fautes de frein. Aujourd'hui, ici, c'est ce qu'on a choisi parce que c'est ça qui nous permet de stocker n'importe quoi avec un endpoint qui va nous permettre de faire passer tout, y compris n'importe quoi, si on fait des bêtises. Donc on peut, à un autre bout de l'application, écrire des getbook et ne jamais retrouver ces types parce qu'on n'a pas utilisé le même kind, le même type. Et pour autant, on a bien stocké la donnée. Donc oui, il y a effectivement matière à faire des erreurs. Comment le générateur de endpoint gère les exceptions en code? Imaginons qu'on a un service qui est backend, on a des définitions à part les zéros, et la méthode qui est une exception. Donc comment endpoint traduit ça Tu prends une erreur 500 et tu vois l'exception. Donc après, il y a toujours l'histoire des codes d'erreur globalement. Si on a mappé un archive REST sur HTTP, tout ce qui est là 200 c'est bon, les 300 et les 400, tout ça devrait être statique. Et les 500 c'est une erreur vraiment applicative, c'est une erreur qu'on n'a pas pu récupérer et que tu renvoies jusqu'au client, peut-être pas, mais tu stoppes quelque part.
l'heure, dans l'interface web, il y avait un bouton Create Entity. Donc, est-ce qu'on est obligé de passer par ce bouton Create Entity Non. pour avoir définir un. Non, c'est complètement dynamique. Donc, est-ce qu'on a besoin de créer l'entité avant de pouvoir la manipuler? Non. Typiquement, en fait, ce que j'aurais pu vous montrer au tout début quand je développe l'application pour la première fois, le data store, il contient juste un objet de type configuration. Et au premier insert, au premier message qui est envoyé, il y a un deuxième type qui apparaît, qui est le type guest. Donc ça, c'est complètement dynamique. Une deuxième question. Donc, là, effectivement, c'était à l'identity. Je pense qu'il va falloir les remapper dans ces jaunes, et puis ensuite, imaginons une liste de jeux. Il va falloir mettre ça dans un adapteur. Donc, on va avoir pas mal de traitements. Est-ce qu'il y a déjà des utilitaires, des utilitaires pour ça? Donc le projet a 3 semaines. D'accord. Donc pas Cloud Endpoint, pardon. Cloud Endpoint, ça c'est quelque chose qui est un petit peu plus vieux, qui a été dans un mode Trusted Tester pendant un bout de temps, qui est sorti il y a quoi, 6 mois maintenant, et février, donc ça aussi c'est pas bien vieux. Et la partie Mobile Backend Starter, ça vraiment c'est I.O., Google I.O., donc c'est vraiment très récent. Donc après on peut imaginer plein de choses pour encapsuler ça mieux, pour éviter justement de taper les chaînes de caractères. Allez-y, le passage à démarrer le projet ou tout ça, il n'y a pas de problème. On sera content d'avoir des gens qui améliorent la situation. Ça, c'est, on va dire, En fait, une belle V. il n'y a rien de magique là-dedans. C'est-à-dire que tout le monde aurait pu faire le starter kit du backend, en fait. Puis si tu n'es pas satisfait par celui-là, deux peuvent le faire avec des utilisateurs. À tel point que si vous appropriez votre serveur, vous le prenez, vous le déployez de votre nom, vous le modifiez, vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucun. Vous êtes accroché à départ à cette technologie-là. Les technos en dessous, c'est Google Cloud Messaging, c'est l'authentification Google, c'est les Cloud Endpoint, mais tout ça, c'est des règles de base que vous auriez pu vous-même prendre pour construire ce genre de choses-là. La seule chose où là, on est allé un petit peu plus loin parce qu'on pouvait se le permettre, vous auriez peut-être un peu plus de mal sans vous en parler, c'est quand vous créez le projet, d'être capable d'avoir des avis ici et de voir apparaître votre application ici. C'est vraiment la seule chose que vous, sur laquelle vous n'aviez pas la main par rapport à ce qu'on a fait ici. Voilà, je crois qu'on va arrêter là la session des questions et des réponses. Merci d'être venu et merci pour vos questions.